Je vais commencer par la thématique du foot. On a d'autres auteurs, puisqu'on reçoit aussi Anissa Amraoui qui va parler de l'autisme. On a parmi nous aussi Fatou, qui est animatrice radio. On a aussi un professeur de mathématiques talentueux face à Chidjou, qui donne des cours de soutien scolaire. Mes élèves à Dreux passent une semi à 16. Ok, donc on va développer aussi. Et puis on a aussi d'autres invités, Amadi Guela aussi, qui lira des passages. Enfin, une émission très très chargée. Donc du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec comment t'es venu l'idée d'écrire un livre sur le foot, Silas. Déjà, je me présente, je m'appelle Silas Garba, j'ai 37 ans, je suis originaire de la ville de Dreux. Et mon métier dans la vie, c'est formateur pour adultes. Ok. Je viens d'être diplômé. Félicitations. Donc merci beaucoup. Et donc comment m'est venue l'idée de ce livre? En fait, j'ai joué au football étant jeune, dans différentes catégories. Et en fait, ce livre, pour moi, c'était l'occasion de parler de ma passion pour le football. Là, je suis en train de regarder sur ton livre. En fait, tu as choisi le roman parce que au niveau de l'histoire de Isaac, qui tombe sur la passion du foot, quelle est l'histoire, en gros, sans spoiler le roman de Isaac? En fait, l'histoire d'Isaac, c'est l'histoire d'un jeune de banlieue, comme il peut y en avoir plusieurs, qui en fait veut percer dans le football, mais qui est confronté à une problématique. En fait, c'est que il est dans le quartier et il n'a pas beaucoup de moyens, donc il est obligé de faire du business illégal pour s'en sortir. Et il va avoir des problèmes par rapport à ça, mais il a une passion pour le football qui va lui sauver la vie, parce que en fait, c'est cette passion pour le foot qui va faire qu'il va s'engager à fond dedans et qui va devenir. Après, il faut suivre le livre pour en savoir plus. Ouais, mais, tu veux pas spoiler, mais c'est une voie de sortie. D'où la thématique du livre, d'avoir des voies de sortie. Lorsque on arrive à se projeter quelque part, on évite de tomber dans certains pièges, quoi. C'est vrai que pour venir des quartiers sensibles, moi j'ai grandi à Dreux. À Dreux, c'est... Au Moulec. Au cité Moulec, voilà, plus précisément. Et en fait, il y avait de la délinquance. Et c'est vrai que pour s'en sortir de ce milieu hostile, il faut trouver des voies de sortie. Donc pour certains, ça peut être la musique, pour d'autres les études. Et pour Isaac, le personnage principal, c'est le football. D'accord. Et il veut devenir comme son idole Cristiano Ronaldo, d'où le titre du livre. D'accord, entendu. Pour revenir sur le sujet du foot, Ibra, du coup, tu avais sorti, c'est un livre qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Exactement, et, 2021. Et toi, est-ce que on a l'impression que... Comment t'es venue l'idée d'aborder la dépression dans ce milieu-là? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Plaisir. C'est vrai que ce livre, je l'ai publié maintenant il y a quelques années, c'était en 2021, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et comment j'ai eu l'idée d'écrire ce livre? J'ai eu le déclic pendant la pandémie de la Covid-19. Il faut savoir que j'ai pas mal d'amis qui sont footballeurs professionnels ou semi-professionnels et qui se retrouvaient dans des situations assez délicates pendant la pandémie, la Covid-19. Voilà, ils se retrouvaient souvent dans des situations où ils n'étaient pas payés, ils étaient sans club et voilà, c'est très difficile pour eux. Et du coup, je me suis intéressé à ce sujet-là et j'ai commencé à faire mes recherches, à me documenter sur la dépression dans le monde du foot et je me suis rendu compte que c'était un sujet qui était très tabou, qu'il n'y avait aucun livre qui traitait de ce sujet-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à gratter petit à petit et au final, j'ai réussi à produire ce livre, quoi. Ouais, je voulais dire, parce que c'est vrai que le foot, c'est un domaine assez... en fait, dans les banlieues, tout le monde joue au foot. En fait, et en plus de ça, il y a beaucoup de gens qui misent à fond dessus pour devenir professionnels. Et des fois, quand on n'arrive pas à un but, il y a la dépression qui vient derrière. Et on s'en mise que sur le foot. Et quand ça marche pas, il y a ça qui arrive derrière un bras, c'est ça? Exactement. C'est vrai que dans ce livre-là, je traite de plusieurs sujets, mais le sujet principal, c'est bien la dépression. Et comme tu as pu bien le dire, malheureusement, il y a plusieurs fléaux, notamment les parents qui mettent souvent la pression
sur leur Il y a une gosse espérance, pour que- quoi. voilà, Il y a une exactement. espérance familiale et aussi une charge mentale. Exactement. Les gens, ils disent c'est bon, t'as signé, tu vas percer. Et... Exactement. Bah, j'en parle dans un des chapitres de ce livre. Et l'objectif aussi, c'est de faire de la prévention, que ça soit au niveau des enfants, des jeunes en centre de formation, mais bien aussi pour les parents, là, pour qu'ils évitent d'avoir ce genre de comportement-là et laisser leurs enfants s'épanouir dans la pratique de leur sport. Est-ce que tu as échangé avec des joueurs en professionnel qui ont pu lire ton livre et quel a été leur retour en fait? Oui, franchement, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de retours, que ce soit des parents, mais aussi de footballeurs professionnels ou semi-pro, qui se sont reconnus à travers ce livre. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir parce que je me suis rendu compte que j'ai pas fait ça pour rien et qu'au final, à travers ces mots, certaines personnes se sont reconnues et ça les a même aidés, quoi. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu connais le projet Mbappé? C'est un documentaire qui a été fait par Ed Boisdela qui parle de 450 grammes. Avec projet Mbappé 450 grammes, c'est le poids du ballon de foot. Oui, En j'ai fait, regardé. Ouais. il parle un peu des problèmes qu'il y a eu à Marseille avec un éducateur qui a été agressions. planté. Oui. On peut être, ça traite aussi un peu des sujets comme ça sur ton livre. On voit un peu la dépression des gens. Comment ça se passe exactement? Exactement, oui, j'ai vu ce documentaire, j'ai regardé à plusieurs reprises, c'est très très intéressant et bah ça rejoint ce qu'on disait La à thématique l'instant. à peu près. Exactement, le fait que voilà, bon, là on parle des parents, mais ça peut être aussi une pression au niveau des agents, de l'entourage, des amis. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut. Dans ton livre, tu as mis même un niveau d'appréciation. Ça veut dire que tu as repris des éléments qu'il y a dans des clubs pro et tout. Exactement, bah il y a une grille qui permet de D'évaluer en plus fait ou moins d'évaluer le niveau de déprime, voire de dépression. Et j'indique bien le fait que moi, je suis pas un médecin ou psychologue. Et voilà, si des gens sont, comment dire, amenés à traverser ce genre de phase, voilà qu'il faut consulter un médecin. Et Moi, j'ai envie de te dire bravo et bravo parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui traitent le sujet de la dépression dans le foot. On voit toujours Mbappé, les Coupes du Monde, la Coupe d'Europe, tout ça, mais on voit derrière que aussi ça peut créer du stress, comment on dit, Suleiman aussi. La dépression. La dépression, Ouais, tout la simplement, dépression comme le merci. titre C'est du bien d'avoir livre. traité ce sujet-là aujourd'hui pour nos jeunes banlieusards et un peu des gens de toute la France. On vous conseille de lire ce livre. Et va vous mettre dans une bonne ambiance. à ça. Exactement. En tout cas, c'est vraiment un livre qu'on recommande pleinement. Moi, ce que j'avais envie de vous poser comme question à vous deux, avant qu'on parte sur d'autres sujets, c'est combien de temps vous avez mis à peu près pour écrire ce livre et quelles a été les difficultés pour on va dire, terminer ce livre? Bah, pour moi, j'ai mis à peu près 7 mois à écrire le livre. D'accord. C'est vrai que ça a été une expérience enrichissante dans le sens où je me suis beaucoup documenté par rapport au milieu du football. Parce que pour écrire sur une légende comme Cristiano Ronaldo, faut pas dire des bêtises, quoi. Surtout qu'il y a son blast. Surtout qu'il y a son prénom et son nom de famille. D'ailleurs, pour les droits d'auteur, on va voir ça plus tard. Donc, Et justement, c'est comment après Ça va, il est caché à droite, on va pas le chercher là-bas, non. l'URSSAF là, non? non, bah, après, j'espère qu'il va tomber un jour sur ce livre et que ça va lui plaire. Hein, comme Bah ouais, ça, pourquoi Tu l'envoies à son club sinon. bah, après, il est en Arabie Saoudite, donc c'est un peu compliqué, mais Après, est-ce que lui-même, au niveau de la langue française, il gère ou pas? bah, je pense pas qu'il parle le français. Mais après, Non, mais je pense qu'il peut être touché justement et pourquoi pas une adaptation cinématographique. On sait-on jamais. En tout cas, après, même pour le foot et la dépression, pourquoi pas un documentaire? Parce que c'est vraiment un sujet intéressant. En plus, c'est des sujets d'actualité, Exactement. le foot. Hein. Et il y a beaucoup de jeunes qui misent dessus, quoi. ouais. Surtout qu'il y a très peu d'élus dans ce domaine-là. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'agents escrocs aussi. Oui, il y en a énormément. Et pour répondre à ta question, Suleiman, moi j'ai mis 5 à 6 mois. Ok. Mais c'était un réel plaisir de le faire. J'étais à fond. On sent qu'il y aurait peut-être un volume 2, quoi, limite. Franchement, j'aimerais bien. Bon, là, j'ai pas trop d'inspiration en ce moment. Ah ouais? Mais oui, 5-6 mois, j'ai pas eu de réelles difficultés. Ouais. Et peut-être que j'aurais aimé le publier via une maison d'édition.
Après, maintenant, on a la chance, grâce notamment à Amazon KDP, qui propose à tout à chacun de se faire auto-éditer. Du coup, Ouais. j'ai foncé et j'ai pas eu d'énormes difficultés. Ouais, j'ai juste une question justement pour vous deux encore. C'est est-ce que dans vos villes respectives, Silas, tu viens de Dreux, Ibra, tu viens de Pantin, de ST Diderot. Je voulais savoir, est-ce que dans les bibliothèques de votre quartier, parce que c'est important, après, je terminerai aussi pour la dernière question vous concernant, parce qu'on a énormément de personnes, c'est est-ce que dans les bibliothèques de votre quartier, on peut retrouver vos livres? Et la question sera, qu'est-ce qui a changé après la sortie de votre livre? Bah écoute, en fait, moi le livre, je deviendrai comme Cristiano Ronaldo. Déjà, il a été publié aux éditions Maya. Je tiens à les remercier d'avoir publié ce livre, parce que j'étais dans une autre maison d'édition et en fait, ça se passait pas très bien. Ouais. Donc du coup, j'ai changé. Donc je tiens à remercier Alexandra Réau qui m'a soutenu lors de ce projet. Okay. Et pour répondre à ta question, en fait, mon livre, il est sorti il y a 2 jours. Okay. Donc il n'a pas encore eu le temps d'être référencé dans les bibliothèques, mais j'attends avec impatience qu'il le soit. Je sais qu'il a été mis sur le site de Calam Édition, parce qu'il est en précommande sur le site de ton éditeur qui est Édition Maya. Voilà. Donc du coup... Et il est disponible aussi sur Amazon. Ok. Donc vous tapez je deviendrai comme Cristiano Ronaldo, Silas Garba. Ok. Ou sinon vous m'ajoutez sur Facebook Silas Garba et je pourrais vous donner des exemplaires aussi. Ouais, vous allez de toute façon chacun va donner ses réseaux et tout pour que les gens puissent aussi vous contacter par rapport à vos ouvrages. Donc pour la question, qu'est-ce qui a changé après la sortie de ton livre? Bah en fait ce qui change c'est que maintenant j'ai un statut d'écrivain, on va dire. Donc les gens me félicitent, me disent que c'est bien ce que je fais et ça m'encourage à écrire. Et là j'ai d'autres projets d'écriture. Donc en fait c'est encourageant de sortir un ouvrage parce que on a les personnes qui sont autour qui vous félicitent, qui vous disent c'est bien ce que tu fais et ça donne de la force. En tout cas félicitations. Merci. Ibra, pour toi, en ce qui concerne la ville de Pantin, est-ce que on peut retrouver, par exemple, pour les Pantinois et les Pantinoises, on peut retrouver du coup ton livre qui est accessible dans la bibliothèque de Pantin? Oui, il est disponible à la bibliothèque des 4 chemins. Ok, des 4 chemins. À Pantin. Après, il faut que je fasse l'effort de le déposer dans les autres bibliothèques aussi. Aux Courtières et également à Auch. À Bondy même aussi. Ouais, avec grand plaisir. À Bondy aussi, ce que tu peux faire aussi, c'est parce que faut savoir que moi aussi je fais partie du territoire Est Ensemble. Ah, okay. Donc en vrai, on a la même carte de bibliothèque, tu vois. C'est-à-dire qu'on va dans n'importe quelle bibliothèque. Donc ça veut dire que tu pourrais essayer de voir sur toutes les bibliothèques de Est Ensemble. La bibliothèque d'Est aussi, qui est... le Pantin, le Pré-Saint-Gervais, les Lilas. Bondy, tu vois, Noisy-le-Sec. J'y ai pas pensé, mais il faut que je le fasse. Non, comme ça, on se rapprocher des structures de la culture de plusieurs villes et pouvoir proposer dans les trucs, comme ça il y aura plus de visuels dessus. Exactement. Merci pour les conseils. Et du coup, qu'est-ce qui a changé après la sortie de ton livre? Comme l'a dit plus ou moins Silas, le statut. Ouais. C'est vrai que bien souvent, des fois, quand je marche dans les rives de Pantin, mes potes m'appellent l'écrivain pour me taquiner un peu. C'est bien, c'est un bon exemple quand même. Ça va, ouais. C'est pas le voleur de poules. Ouais, ça va. Je préfère qu'on m'appelle comme ça. Ça va. Ouais, ça va. Parce que on a des petites anecdotes pour d'autres personnes. Qui se reconnaîtront, je pense. Mais à part ça, franchement, c'est une belle expérience que je recommande à tout à chacun. Et les rencontres que j'ai pu faire aussi depuis 2021, que ce soit à vous. Et on peut donner ton âge aussi par rapport à ton âge. On peut le donner là en direct. Oui, bien sûr, pas de souci. À quel âge, là, j'ai 25 ans maintenant. Moi, je trouve que c'est bien un auteur de 25 ans. Quand je l'ai publié, j'avais 20 ans du coup. Ah, 20 ans, il avait commencé. En plus, il parle d'un sujet du foot, qu'il y a vraiment des problèmes et que personne n'a osé s'aventurer dans le sac, quoi. Et c'est un peu un précurseur du domaine dans le foot, de la dépression, tout ça. Merci, bravo gentil. À toi, Ibra. Merci beaucoup. Et voilà, en tout cas, ce que je retiens, c'est surtout les belles rencontres que j'ai pu faire. Voilà.
Bravo à toi. On va passer Et on va passer à Jennifer Yezid. Jennifer, pour l'ouvrage Malika, généalogie d'un crime policier. Du coup, c'est pour avoir discuté avec toi. Du coup, il s'agit d'une histoire vraie. Cette fois-ci, on est plus dans quelque chose de vraiment émotionnellement chargé. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire, sans spoiler bien sûr, l'histoire de Malika? Oui, tout à fait. Alors Malika était ma tante. Okay. C'était une petite fille de 8 ans qui a été tuée lors d'un interrogatoire à Fresnes. C'était en 1973. Et ma grand-mère, qui ne savait pas lire et écrire, en fait, elle a gardé toutes les archives de cette affaire. J'ai su cette histoire, j'avais 12 ans. Et il m'a fallu 12 ans pour rechercher et écrire ce livre. En fait, c'est un cri de justice. C'est pour établir la vérité. Parce que suite à cette affaire, il y a eu des répercussions sur toute ma famille. Et ça parle de différents sujets, les violences policières, les familles d'accueil, la prison, beaucoup de sujets. Justement, comme l'histoire s'est fait en 1973, au niveau des archives, est-ce qu'il n'a pas été difficile, tu sais, de regrouper, tu vois, certains éléments pour expliquer cette histoire-là? Oui. En fait, c'est un puzzle, il manquera toujours des pièces. Il m'a fallu beaucoup d'années. J'ai dû aller en Algérie pour retrouver la famille. J'ai dû aller à la Cité des Gros parce que ça s'est passé à la Cité des Gros, interroger les voisins. Et encore aujourd'hui, en fait, on me renvoie des archives, des photos. Donc c'est beau, c'est magnifique. C'est tiré d'une histoire vraie en fait. Tout à fait. Oui, c'est vraiment. C'est un recueil sur faire aussi son deuil aussi par rapport à la petite cousine. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à ce commissariat dans l'année 1973, d'après ce que je comprends. Ça s'est passé au domicile familial. D'accord. Il y a eu quoi? Voilà. En fait, c'est une petite fille qui a été giflée par un gendarme. Et la gifle a été mortelle en fait. Et 4 jours après, elle est morte à la salpêtrière. D'accord. Et ils ont remis la faute sur mon grand-père. Sachant qu'un enfant, on tape pas un enfant dans la tête, même on ne tape pas du tout un enfant. On tape pas un enfant. Un gendarme avec une main de maçon qui met une tarte à une petite de 8 ans, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Et toi, tu as fait des recherches. En fait, ce livre-là, c'est pour faire un recueil et le deuil pour toute la famille. Parce que ça a dû vous toucher, ça a dû rester dans la famille, ça a dû être un poids quand même. Tout à fait, en fait, ça a détruit ma famille. Voilà, moi, j'ai pas connu ma mère. Ma mère est morte, j'avais 18 mois. J'ai grandi à l'aide sociale à l'enfance. Et j'ai eu la chance de retrouver ma grand-mère à l'âge de 10 ans. Et c'est là, elle m'a raconté l'histoire, et elle m'a montré les archives. Et quand elle m'a raconté cette histoire, moi, j'ai dit, je vais faire quelque chose, mamie, je vais écrire un livre. Et en fait, tout ça, parce qu'en fait, ma mère m'a légué comme deuxième prénom Malika. Malika. En hommage à ta tante. Voilà, à ma tante. Exactement. Et je voulais dire, c'est un peu une thérapie d'avoir écrit en famille, c'est-à-dire le deuil, la thérapie, tout ça se passe par rapport au livre. Le livre, il a été sorti quand exactement? Il a été sorti en avril 2023. 2023, et on peut le trouver où est-ce que il est disponible dans toutes les librairies Amazon. Certaines librairies, plutôt des librairies de la gauche. On voit que c'est un sujet qui a fait la préface, c'est ça? Tout à fait, oui. D'accord. Du coup, est-ce que après la sortie de ce livre, il y a eu, on peut espérer, parce que là, du coup, on voit que c'est une affaire qui s'est soldée par un non-lieu. On voit également qu'il y a énormément de pièces et d'éléments pour argumenter en fait l'histoire de Malika. Est-ce que on peut penser que est-ce qu'il y a par exemple certains avocats ou des spécialistes contre justement les violences policières ou par exemple on sait qu'il y a certains avocats qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Est-ce que
t'es venu l'idée de le faire lire par exemple à des avocats qui sont vraiment très compétents dans ce domaine-là, qui auraient pu essayer de relancer l'affaire, rendre justice à Malika, quoi, par rapport à ça? Je sais qu'il y a 2-3 avocats qui l'ont lu. Oui. Après, moi, je suis en contact avec l'avocat qui a suivi cette affaire. D'accord. Mais je vais pas lâcher l'affaire. Non, il faut pas. De toute façon, nous, la plume des quartiers, c'est l'écho de... Suleiman, ça n'existe pas, par exemple, dans le palais de justice, pour des histoires qui n'ont pas été élucidées, de relancer l'histoire, comment on peut faire pour relancer l'histoire, revoir... Alors, il faudrait demander à, tu sais, au numéro de la sœur que je t'avais passée, alors Mac connaît, avec lequel on travaille à Montfermeil pour elle, c'est son domaine. Je ne voudrais pas rentrer dans un domaine que je ne maîtrise pas, bien sûr, mais en soi, je pense qu'il faudrait demander à des gens qui ont les compétences juridiques pour essayer de relancer cette affaire. Parce que je sais qu'il y a des juges, des fois, qui peuvent relancer des affaires 20 ans après, 30 ans après. Oui, bien sûr. Et puis on voit aussi qu'il y a certains progrès aussi avec l'ADN et les progrès au niveau de la technologie, la police scientifique, tout à fait. Donc après, il faudrait le voir. Est-ce que ça n'a pas été un sujet aussi délicat que celui-là? Comment on sort après? Est-ce que quand tu l'as eu surtout dans tes mains, après l'avoir sorti, dans quel état t'étais, étant donné, parce que je pense que ça devait vraiment te tenir à cœur. Est-ce que, on voit vraiment la couverture de toute façon qui est mélangée avec l'image de Malika avec des faits divers. Donc elle est assez parlante. C'est un choix de ta part? Oui, c'est les articles de presse que ma grand-mère avait gardés. Ouais. En fait, on voit bien tous les articles de presse qui ont été faits sur l'affaire Malika, que tu as remis dessus sur la pochette du livre. Et c'est vraiment les archives et les textes journalistiques qui se sont passés dans les années 1973. Ouais. Vous avez pioché à peu près tous les éléments de journalisme qui s'est passé et vous avez tout remis à l'intérieur, quoi. Hein, Suleiman? Exactement. En tout cas, tu peux nous redonner tes réseaux et puis savoir où les gens ils peuvent se le procurer. Oui. Alors mes réseaux, c'est Jennifer Malika Yezid sur Instagram, sur Facebook aussi, Jennifer Malika Yezid. Et on peut le trouver sur Amazon, sur le site Hors d'atteinte, parce que c'est la maison d'édition. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu avais éventuellement un message à dire sur le sujet, ou ce que tu attendrais peut-être d'une aide ou de quelqu'un au niveau d'un avocat, ou je sais pas, un appel à faire, tu vois, via l'émission? Tu m'as donné les coordonnées. Ouais. Donc, merci beaucoup. Je voudrais déjà vous remercier pour avec plaisir. L'invitation. De toute façon, on va te retrouver prochainement dans le podcast avec plus de détails sur le livre qui va sortir. Du coup que tu as déjà fait, mais bon, c'était important, c'est que tu vois un peu l'équipe et tout de visu, même si on s'est déjà aussi dans les réseaux et voilà, mais oui, vraiment, si tu as un message, profite-en. Oui, souvent je me fais boycotter ou insulter sur les réseaux sociaux par rapport au sujet. Ouais. On me croit pas, donc je voudrais dire que cette histoire est vraiment réelle, a vraiment existé, voilà. Et pour les jeunes qui écoutent cette émission, voilà, il y a des bons et des mauvais partout. Mais voilà, faut quand même se méfier de la police. Exactement. Après, c'est que de toute façon, au jour d'aujourd'hui, on peut le remarquer avec malheureusement les faits divers qu'il peut y avoir. Et je pense que le métier de policier, quand il est bien fait, ça peut être vraiment utile. Mais quand il y a des déviances, malheureusement, ça donne le livre de Malika, quoi. Donc du coup, on va passer sur le roman de Laylia. Ah oui, Lonilia, pardon, excuse-moi. Khadija. Avec le livre Khadija. Est-ce que Khadija, comme Jennifer Malika, est-ce que c'est une histoire vraie, ou c'est une histoire que tu as voulu aborder le sujet du racisme et du harcèlement autour de ce que peut-être tu as pu voir, et l'idée c'était de dénoncer ça un petit peu comme il a été fait avec Warning avec l'association Bondi fait son film? Alors déjà, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Khadija, c'est pas du tout inspiré d'une histoire vraie, c'est vraiment une fiction.
En fait, j'ai voulu écrire une romance parce que je suis une grande amoureuse de l'amour. Et j'avais envie... T'es une loveuse. Ouais, un peu. J'avais envie du coup de partager une histoire d'amour. Et en fait, j'ai choisi Khadija déjà parce que c'était une femme noire. Ok. Et que malheureusement, dans les romans, surtout en France, il n'y a pas énormément de représentation de femmes noires ni de femmes grosses en fait. Exactement. Donc je voulais vraiment que Khadija soit une femme noire et grosse. Et je voulais pas qu'elle soit que ça. Je voulais pas que ce soit qu'une romance. Je voulais aborder des sujets un peu plus profonds. Donc j'ai parlé du racisme banalisé, du harcèlement aussi qu'elle a pu vivre en étant enfant par rapport à son poids, par rapport à sa couleur de peau et j'avais envie d'aborder en fait tous ces sujets qui sont quand même importants, même si ça reste une romance. Et on voit quand même que ce qui est bien vraiment dans ton livre, c'est déjà d'aborder ces sujets-là et de mettre en avant. On avait reçu Aouisha Traoré qui a fait sa maison d'édition, justement, qui fait des livres de jeunesse avec des enfants avec la peau mélanisée et au niveau de la représentation juste qu'il peut y avoir dans notre environnement. Et l'idée, c'est que au niveau de Khadija, est-ce que j'ai pas eu l'occasion encore pour le moment de le lire, mais est-ce que tu imagines une suite ou éventuellement repartir sur une autre thématique qui te tiendrait à cœur? Et qu'est-ce qui s'est passé après la sortie de ton premier livre? Comment le public de ton entourage l'a perçu, quoi, en fait? Alors déjà oui, Khadija aura une suite parce qu'en fait de base le livre faisait le double de cette taille. Ah ouais, c'est une écrivaine en puissance. On m'a demandé de le couper en deux en fait et du coup la partie 2 405 pages avec les remerciements. Là t'as pas blagué. Au moins et puis en plus très belle très belle. Ouais, exactement. Exactement. Merci, c'est une amie à moi qui a fait la couverture, donc je remercie Anaïs pour cette... Anaïs, franchement, t'as fait le taf. Hein. Le boulot, il est fait. Hein. Ouais, le boulot, il est fait. Hein. Et oui, du coup, il y aurait une suite. J'espère qu'elle sortira soit le mois prochain, soit le mois d'après. En tout cas, je suis en train de travailler sur ça parce que je suis auto-éditée, donc je dois faire la correction, la réécriture, je dois tout faire toute seule. C'est un peu compliqué et il faut avoir l'énergie, quoi. Et le livre, il est sorti du coup en mai dernier. En mai dernier, d'accord. C'est pas, ça va, oui, c'est tout près, quand même. Oui, ça, c'est frais. C'est frais, ouais, ça pas 9 mois, 10 mois même pas. Non, ça fait 5 ans que je l'écris, mais du coup, il est sorti au mois de mai. Et j'ai eu des retours assez positifs pour le moment, du coup, je suis assez contente. Et il y avait pas mal de personnes qui pouvaient se reconnaître en Khadija, et c'est ce que je voulais vraiment. Je voulais que des femmes racisées ou des femmes grosses se reconnaissent en elle. Moi, je trouve que c'était le cas. J'étais très contente. Moi, je trouve que c'est bien de parler de discrimination et de la femme africaine. En fait, aujourd'hui, on se rend compte, on est en 2025 en France, et c'est pas normal aussi cette discrimination-là. Aujourd'hui, on a l'habitude par exemple, de voir des femmes genre chocolat, clair, au teint clair, sur les publicités en France. Ouais. On voit pas de femmes africaines ou on voit pas d'arabes aussi. Ouais, c'est vrai. Et franchement, en 2025, on devrait taper un coup de gueule et dire ça suffit quoi. On est français, on a notre place ici, on est né ici. On mérite d'être représenté. Exactement. Ouais. Et je trouve que c'est super bien d'avoir fait ton livre, Khadija, pour prouver aussi qu'il y a une communauté et qu'on n'est pas sectaire et qu'aujourd'hui aussi on a aussi des appréhensions dans la vie, on a aussi des complexes, où on doit avoir aussi des choses, et que c'est naturel quoi, en tant qu'humain. En fait, et d'avoir traité l'histoire de la femme africaine, je trouve ça super bien. Je conseille tous les gens à lire Khadija, et comme je dirais, tu pourrais nous dire un peu plus comment c'était venu l'idée de faire tout ça, et comment ça t'a poussé à parler de la femme africaine. En fait, déjà de base, c'est vrai que Khadija devait pas du tout être une femme noire ni une femme grosse. En fait, je voulais juste écrire une romance de base. Ouais. Et en commençant à l'écrire, je me suis dit, mais attends, j'adore les romances et il y a personne qui me ressemble. J'aime pas ça. Donc, je me suis dit, très bien, je vais prendre une femme noire. Et j'ai voulu rajouter aussi l'aspect gros parce que je voulais que... en fait, je voulais juste un personnage qui marque. Et je voulais représenter ces personnes-là. Et en fait, c'était juste important pour moi de pouvoir le faire.
Exactement. Et puis après, de toute façon, chacun est différent. Il y a des gens, qui préfèrent les grosses et il y a des gens qui préfèrent les noires. Donc, là, il y a les deux. En vrai de vrai, les gens ils vont dire, ça se trouve, d'une femme, non, elle est trop sec ou elle est trop pâle. Donc après, chacun voit midi à sa montre. Mais c'est bien de traiter ce sujet-là, Suleymana. En fait, on va faire un dernier tour de table avant de marquer une pause musicale et recevoir nos... Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Et vous allez donner vos réseaux. Comme ça, après, on va faire une petite pub. On va voir quels sons on va mettre. Normalement, ce sera soit un son sur la Palestine ou soit le son de la plume des quartiers. Suleiman, sur Bastille, là. Ouais, en fait, on va faire une coupure musicale. Et du coup, on va pouvoir... recevoir après la deuxième partie. Est-ce que vous pouvez donner chacun vos réseaux et puis vous donner un petit mot pour les auditeurs? Ouais, déjà, merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. C'est vraiment une belle invitation et on a pu participer, on est très contents. Moi, mes réseaux, c'est Silas Garba, Facebook. Voilà, ou Garba Silas, Instagram. Voilà. TikTok aussi? Et TikTok aussi, voilà. Je fais des petites chansons sur TikTok aussi. Ça rappe et ça dérape. Voilà, ça dérape un peu. Jennifer? Oui, merci encore pour l'invitation. Franchement, c'est un super moment. Et mes réseaux sociaux, c'est Jennifer Malika et Izid. Ok, on se retrouve bientôt. De toute façon, Jennifer pour le podcast littéraire. Et puis aussi Silas. Et puis tout le monde en vrai. Puisque tout le monde que là, sur la page Instagram La Plume des Quartiers, vous les retrouverez en interview très prochainement. Ibra? Merci encore pour l'invitation. Moi, mes réseaux, tout simplement Ibra Ndao, Instagram ou LinkedIn. Et voilà, en tout cas, encore merci pour l'invitation. Et on attend le deuxième chapitre de la dépression. Pourquoi pas recevoir des foot conserrés. Pourquoi pas, avec plaisir. Encore une fois, merci pour l'invitation. Moi, mes réseaux, c'est Lonylia, LONYLIA.autrice sur Instagram. Et sur TikTok, c'est Laurette, LAUREDTE, écrit des livres. Voilà. Ok, en tout cas, on va suivre ça de près. Et puis, de toute façon, vos livres sont sur la page de l'émission La Plume des Quartiers. Donc, pour les auteurs qui veulent lire le résumé, du coup... n'hésitez pas, vous allez découvrir le résumé, vous allez sur la page Instagram La Plume des Quartiers, vous pourrez donc du coup lire le résumé de tous les auteurs qu'on a reçus. On va marquer une page de pause musicale, du coup avec un son, je vous laisse le découvrir, je sais plus si c'est le son sur la Palestine ou un son sur La Plume des Quartiers que des jeunes de la Cité de l'Avenir, mon quartier, a pu faire, donc... on va voir si la surprise est là. Ok. Whatever your life may cost, you always stay on the right side of history. Look at Gaza, children torn apart, their bodies in shreds. Famine devours their future ashes, broken threads. Thousands of trucks filled with life remain stuck, frozen in place. Corrupt politicians, their silence is a crime we face. Arab nations watch, hands bound by fear's tight grip. Hypocrites in their palaces, their words just a slip. They close their eyes when action is what's needed now. Their indifference is a weapon of shame we can't allow. Give power to a man like Benjamin Netanyahu, you'll see and you'll taste horror. An endless nightmare. No peace, no plea. As Soleiman Boa once said in a quote so true, colonialism is a war that never withdrew, a constant fight to make us forget and construe that humanity can't be just one hue, one view. Oh, why? Why do babies have bombs instead of bottles to hold? Why are millions of lives sacrificed for interests so cold? Oh, why the ghillies have bombs instead of bottles to hold? They can wipe out nations, innocent lives, with no shame or remorse. It's their flood. Trump, Macron, Steinmeier, accomplices in a deadly costume. They betray humanity, hypocrisy, seven killing again. Hottest dynasty for the victory, the ties, the trait. It's immoral inside their history than every modesty. It's true you will remember thrown a bush and Macron, two faces of the same beast. Two dirty hands and power's a threat. Their words just empty strands. They preach for peace, but secretly stir up war. Children of Gaza, victims of justice so flawed, so raw. International law, they trample like trash on the ground. Human lives turn to numbers, genocide, humanitarian silence, complicit in their crime. The dead pile up, they quiet poison over time. Why do babies have bombs
set of bottles to hold. Why are millions of lives sacrifice sex and sluts? But they still rough these days. Oh, why? Blood, sacrificing children and lives. This is their ruthless flood. Trump's hiding accomplices in a deadly costume. They betray what's human. The hypocrisy of dark gloom. And will be remembered for eternity. De retour parmi nous avec sur 106.3 l'émission La Plume des Quartiers. On va parler de l'ouvrage de recueil de poésie de Ziad Medour, Cri d'amour pour Gaza. On est avec son ami en présence. Oui, exactement, qui est paru à la Lucarne des écrivains. On va justement lire des passages de ce poème. Fassassi nous fera cet honneur, bien sûr, avec son éloquence, toute son éloquence sur l'émission La Plume des Quartiers. On est avec Amadi Guela de Béton et de Plume qui va nous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour la lecture aussi des enfants qui ont été assassinés lâchement par l'entité coloniale, malheureusement. Du coup, ça rejoint en fait la thématique avec Ziad Medour, on est en plein dedans. Nous allons parler aussi de l'autisme avec Anissa Amraoui, avec son témoignage qui est sorti, Toujours debout, de son magnifique livre qui est sorti. Du coup, on est aussi avec Fatou, qui est animatrice d'une émission de radio à Trappes dans le 78. On va pouvoir parler des émissions qu'elle anime et des sujets qu'elle traite, si la littérature elle l'aborde ou pas, si elle reçoit des auteurs ou pas. On va voir, on va développer tout ça avec elle. Ça va être la grande surprise. Du coup, on va commencer par toi. J'ai un trou de mémoire sur ton prénom, désolé. C'est normal. Marie-Hélène Machala. Marie-Hélène, bienvenue dans l'émission La Plume des Quartiers. Merci. Du coup, bonjour à vous tous. Félicitations pour votre émission. Merci. Du coup, en fait, ce que j'avais comme question, c'est comment tu as connu Ziad, vu qu'il habite en Palestine, comment vous êtes connectés en fait? C'est toute une aventure, Suleiman. Oui. J'étais donc la Palestine fait partie de l'histoire antique et c'est toute cette histoire antique de l'Empire romain qui rapproche l'ancien royaume de Dacia qui existait sur le territoire actuel de mon pays, la Roumanie, et la Palestine. Donc nous avons une histoire commune. Vous avez une histoire commune déjà à l'époque de l'Empire romain. Okay. Après, il y a eu l'Empire ottoman. Ok, l'Empire ottoman. L'actuel territoire de Roumanie, qui à l'époque était divisé en petits royaumes, n'était pas une province de l'Empire ottoman, mais on faisait partie quand même, on était sous l'influence de l'Empire ottoman. Oui. Et donc la Palestine était aussi une province de l'Empire ottoman. Et on arrive à notre époque, 2016, j'étais invitée à la remise d'un prix littéraire à Ziad Medour. D'accord. Donc c'était une rencontre inoubliable parce que Ziad Medour, il n'a pas que l'auteur d'un universitaire, il n'a pas que l'auteur d'un poète, il n'a pas que l'auteur d'une qualité, d'un humanisme et d'un pacifisme sans limite. Il est un géant. Donc Ziad approche 2 mètres. Oui, donc c'était voir un géant comme ça qui tend la main et dit merci pour votre présence avec une chaleur qu'on ne peut pas oublier. C'est un lien, c'est la base de toute amitié en fait, surtout littéraire. Nous, on avait commencé un projet cinématographique avec l'association Bondy fait son film et puis aussi des enfants de la bande de Gaza. On avait commencé le tournage, ils avaient commencé avec une association qui s'appelle Gaza la vie sur place et au jour d'aujourd'hui c'est devenu des images d'archives
puisque maintenant l'université de Gaza elle a été complètement décimée par les bombardements, ce qui fait que on n'a pas abandonné le projet. C'est-à-dire que justement, dès que j'ai appris qu'il avait sorti le recueil, du coup, Cris d'amour pour Gaza, directement ça. Tout à fait. L'association Gaza, la vie existe encore. Oui, ils ont toujours leur page Facebook, le YouTube. Ils organisent des événements pour les enfants. Il y a du soutien psychologique aussi, parce que le soutien psychologique, des leçons de langue française, de langue anglaise, d'arabe aussi. Donc, sont très dynamiques. Les professeurs de Gaza font un travail, comme de la Cisjordanie d'ailleurs, font un travail énorme. Les artistes peintres, pareil, ils organisent des ateliers sur le sable, dans les tentes, ou à côté des tentes, peu importe, avec les enfants qui sont mutilés par les bombardements. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Justement, ce que je voulais, c'est qu'on découvre justement des parties de son livre. Je demandais à Fassassi éventuellement de pouvoir lire. Tu avais marqué, je crois, être optimiste au milieu des ruines. Tu voudrais qu'on lise celui-là ? C'est l'un des poèmes que j'ai traduit en roman. D'accord. Oui, tout à fait. Après, nous allons chercher le recueil le poème, qui donne le titre du recueil. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner à l'auteur, à celui qui va l'interpréter. Je propose de commencer avec le premier poème. C'est un poème, c'est le poème liminaire. C'est tout au début. Ouais, c'est une kipite, c'est marqué. D'accord, je vais te laisser. Voilà. Le bail. Tiens, je te laisse mon mic. Ouais. Et du coup. C'est où exactement ? Je vais te le tenir. C'est celui-là. Oui. Attendez, je vais essayer de voir où c'est. C'est le direct, c'est normal. C'est du direct. Il n'y a pas de mal. Ok, on arrive. Est-ce que vous pouvez me le trouver sur... D'accord. Je vais vous intituler un poème nommé Poème liminaire, écrite par Madame Ziad Medouk. Monsieur Ziad Medouk, autant pour moi. Poème liminaire. Gaza sous l'occupation. Gaza sous blocus. Gaza enfermé. Gaza l'agressé. Gaza la prison à ciel ouvert. Gaza la souffrance au quotidien. Gaza les difficultés. Gaza les offensives militaires. Mais Gaza belle. Gaza la force vive, de vie, autant pour moi. Gaza la volonté. Gaza les oliviers qui poussent et qui poussent. Gaza la résistance. Gaza la courageuse. Gaza la lumineuse. Gaza la dignité. Gaza l'espoir dans la douleur. Autant pour moi. C'est pas un gala, il s'agit de Gaza, on rigole pas. Gaza, l'espoir dans la souffrance. Gaza, l'espoir pour la justice. Gaza, l'espoir pour la paix. Et Gaza, l'espoir pour l'avenir. Merci beaucoup. Parmi les 52 poèmes, oui. Il y a aussi un poème très, très joli, Gaza des roses. D'accord. Et Gaza des blés. Ce qu'il y a, c'est qu'on va l'afficher directement sur le fiche de la page d'émission, étant donné qu'on a d'autres auteurs et d'autres invités. Du coup, pour rappel, le livre, vous pouvez le trouver chez La Lucarne des écrivains. Ziad Medouk, Cris d'amour pour Gaza. 50 poèmes de Gaza, de Palestine, pour la vie, l'espoir, la paix et la solidarité en plein carnage. C'est à découvrir chez La Lucarne des écrivains. Paris 19e. À Paris 19e, mais commandable bien sûr avec l'ISBN qu'on trouve sur l'Instagram de la Plume des Quartiers, dans toutes les librairies. Du coup, Amadi, tu voulais nous parler, tiens, tu prends le micro pour nous parler concernant de l'événement qui s'est passé. Oui, je reviens juste sur un événement du coup qui a eu lieu du coup les 3, 4 et 5 septembre. En fait, il y a une trentaine d'associations qui ont décidé de monter un barnum à Place de la Bastille et en fait, ils ont déclamé pendant 3 jours le nom
enfin le prénom et le nom de tous les enfants qui ont été tués à Gaza. Et en fait, ça a duré de 11h30 à 19h30 avec plein de gens qui se sont succédés au micro. Voilà, tout simplement pour donner le nom, le prénom des enfants qui sont morts avec leur âge. L'événement est terminé ou il y aura d'autres jours? C'était juste sur 3 jours en fait. Après, il y aura peut-être des initiatives qui vont aller dans ce sens-là et tout ça. Mais là, c'était vraiment un événement qui a eu lieu les 3, 4 et 5 septembre. C'était 30 associations de. Ouais, alors oui, bien sûr, c'est des associations reconnues. Je vais en citer 2. Il y avait l'Union juive française pour la paix, qui est vraiment une association juive anticoloniale à l'instar de Tzedek. Et il y avait aussi Attaque. Voilà, je ne vais pas citer toutes les assos. On va passer à Anissa Amraoui et Fatou. Du coup, Anissa, tu es maman d'un enfant autiste et tu as écrit du coup ton livre qui s'appelle Debout, toujours debout. Depuis quand ton livre est sorti et pourquoi en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire sur ce sujet? Alors, merci d'abord de m'avoir conviée. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors, Debout, toujours debout, c'est un livre qui parle de parentalité atypique. Il est paru il y a 2 mois, donc c'est vraiment tout récent. Voilà. Il vient juste, c'est petit bébé là qui vient de naître. Qu'est-ce qui m'a poussée à l'écrire? Alors, c'était pas du tout un projet de base. J'ai donc 2 enfants porteurs d'autisme. J'ai 2 garçons, tous les 2 sont porteurs d'autisme. Un ado de 15 ans et le petit dernier de 10 ans. Avec mon ado, on est dans un autisme vraiment très complexe, très sévère. C'est un enfant qui ne parle pas. Autiste non-verbal. Autiste non-verbal, ouais. Et depuis tout petit, il a des grosses phases de dépression. Pour l'instant, on n'a pas de nom sur ça, mais c'est ce qui ressemble le plus. Ça se manifeste par une perte d'appétit, de gros troubles du sommeil et surtout une grande agressivité. Ce qui m'a poussée à l'écriture, c'est super frustrant dans ces moments-là. On a l'impression qu'on vit dans une société où l'handicap, en fait, plus il est complexe, plus c'est sévère, plus on a besoin d'aide et tout à coup, on devient invisible. Pourtant, on passe pas du tout inaperçu. Tout d'un coup, on devient invisible et c'est beaucoup plus facile pour les gens de détourner le regard. Voilà. Ce qui m'a poussée à l'écriture, j'avais traversé déjà une période très compliquée. J'ai perdu ma grande sœur il y a peut-être 2-3 ans maintenant. Paix à son âme, donc qui était très jeune, 45 ans, 2 enfants presque du même âge que les miens, etc. Ça m'a fait un électrochoc dans le sens où je me dis on n'est pas éternel, on est là, on vit, on continue, on se réveille tous les matins comme si tout était acquis, etc. Et un gros électrochoc dans le sens où je me dis si moi demain il m'arrive quelque chose, si moi demain je suis plus là, qu'est-ce qu'ils vont se dire les enfants? Mais c'est impensable, c'est inimaginable. Donc une envie très forte de laisser une trace, de laisser des traces. Et puis peut-être même aider des parents qui par écho, effectivement, leurs enfants en situation d'autisme. Oui. Et après que ça soit un livre aussi d'espoir sur parce que on sait que tu sais que tu viens comme de moi de la Seine-Saint-Denis. Des fois, ils portent des diagnostics qui sont faussés sur le devenir de l'enfant. Et on sait que voilà, c'est un peu le fast-food du diagnostic. Et qu'ils vont dire oui, mais voilà, votre enfant, voilà, il pourra jamais, alors que c'est Dieu qui sait. Exactement. Et j'en ai la preuve sous mon propre toit. J'ai 2 enfants, tous les 2, ils sont porteurs d'autisme. Alors, quand on parle d'autisme, on parle de troubles du spectre autistique parce que c'est très vaste l'autisme. Oui, c'est vrai. J'ai 2 enfants porteurs d'autisme, mais tous les 2 sont totalement différents. C'est 2 handicaps, mais totalement différents. Le petit, pareil, tout petit, il y avait beaucoup de similitudes, etc. Et on pouvait être amené à penser que lui aussi va jamais parler, lui aussi va développer les mêmes troubles, etc. Mais on est sur 2 profils totalement différents. Aujourd'hui, il parle, il est dans une classe spécialisée, mais dans une école ordinaire, socialement, voilà, quoi, il se fait des copains facilement. C'est une vraie pipelette, quoi. C'est top. C'est un petit garçon plein de vie.
Et voilà, c'est ce qui m'a poussée en fait à cette écriture, quoi, de devoir. C'est un cri d'alerte en fait, c'est un vrai cri. C'est ça, de décharger en fait de la manière la plus saine possible. J'ai commencé au début, je prenais des notes sur le téléphone et puis je commençais à prendre le PC. Je postais des petits textes sur mes réseaux sociaux, sur la grosse fatigue, et quand je voyais les retours de maman qui me disaient « Waouh, merci, je vis la même chose et tout. Franchement, merci de mettre des mots dessus. On n'est pas seul, on n'est pas... » Ça m'a aidée, moi, d'une part, parce que avec du recul, je me rends compte que c'est légitime. Ouais, je suis fatiguée, c'est pas facile. Et tu n'aimerais pas faire des conférences sur peut-être, présenter déjà le livre, mais également aussi peut-être pour les jeunes mamans, faire partager ton expérience et à la fois se dire voilà, moi je vous fais part de mon expérience personnelle à travers l'évolution de mes enfants. Et je pense que ça pourrait être un peu... On avait invité aussi une maman, Nadia, qui avait le même problème avec ses enfants autistes. Baya. Et on l'avait proposé aussi avec Rama, tout ça, de vous monter en association de parents qui vivent la même chose. Parce qu'on a remarqué qu'en France, on n'a pas les structures adaptées comme en Belgique. Il n'y a que les associations de parents qui font bouger. Bien de l'handicap, de tout ce qui est trisomie, maladie, tout ça. Et en vérité, ce serait bien que ces moments-là sont porteurs d'un vrai projet. Pourquoi ? Pour pouvoir faire une grande structure. Et cette structure-là, elle sera aidée, une structure qui prendra en conséquence toutes les maladies qu'ils ont les enfants. Parce que, en fait, vous n'êtes jamais en repos, vous êtes toujours en travail. Et cette structure-là pourrait permettre aussi à un moment de se reposer, poser son enfant, de pouvoir souffler un peu, de faire un peu d'autres choses. Alors il reste 3 minutes, on est avec Fanta, on va essayer justement on va avoir l'occasion de vous réinviter, de toute façon vous allez venir à Montfermeil dans le Don Give Up Show, à Radio TV Kardèche aussi. Fanta, merci d'être là. En tant qu'animatrice de la radio sur Trappes, à Marmite FM. Quelle est ton émission ? Est-ce que tu peux nous parler avec le peu de temps qui nous reste justement des objectifs ? Est-ce que vous traitez justement de l'autisme, la Palestine, de tous ces sujets, les violences policières ? Alors, déjà, moi, je voulais vous remercier. Et puis, en fait, c'est un joli cadeau de la vie, là, parce que, en fait, je connais la grande sœur de Anissa, Zohor, qui m'a proposé, en fait, de venir la rencontrer. Et qui a partagé l'expérience de Anissa et partagé la sortie de son livre. Et là, elles m'ont dit qu'elles venaient vous voir. Et donc, c'est juste les surprises de la vie. Donc, je suis ravie. Tout est prédestiné. C'est ça, il n'y a pas de hasard, on dit. Et effectivement, moi j'anime 2 émissions sur Marmite FM, qui est une radio locale et associative, tout comme la vôtre. Ma première émission s'appelle Naître et Savoir, qui est sur la parentalité. Et donc évidemment, je vais inviter Anissa pour qu'elle vienne nous parler de son livre, de son expérience. Et nous, on écoutera l'émission. Et on vous dira si c'était carré ou pas. Oh là là, j'ai la pression là d'un coup, j'ai la pression. Et cette émission existe depuis 2016. Et puis la deuxième émission qui s'appelle Sacrément Féminin et qui parle en fait des femmes et comment la communauté de femmes, comment on peut être résiliente en tant que femme. Parce que moi je pars du principe qu'en tant que femme, nous sommes les piliers de la société. Et quand les femmes ne vont pas bien, la société ne va pas bien et on voit dans quel état est notre société. Donc l'idée c'est de mettre à l'honneur des femmes, leur parcours de vie pour inspirer les autres femmes. Voilà. Écoute, en tout cas, merci. Est-ce que tu peux donner la fréquence, éventuellement s'il y a un site et tout ? Les dernières minutes, on va faire le tour de vos réseaux. Hein. Oui, alors toutes les émissions de Marmite FM sont en podcast, donc vous pouvez les retrouver sur marmitefm.com et la fréquence c'est 88.4, voilà. 88.4. Ok, merci beaucoup Fanta. Moi, vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux Facebook, Insta, TikTok sous le nom de Autisme et Résilience. Autisme et Résilience, d'accord, c'est bien noté. Amadi, ton livre. Yes. Moi, du coup, mon Facebook et Instagram, c'est mon prénom et mon nom, Amadi Guella. Sinon, pour le bouquin, le plus simple, c'est d'aller sur Google directement.
et puis de mettre le nom du livre, De béton et de plumes. Il est référencé à la FNAC. Vous pouvez le commander dans la librairie de votre quartier, enfin sur plein de sites en fait. Il n'y a pas de souci, il est référencé. Donc voilà. Et essayez plutôt la FNAC qu'Amazon si possible, mais vous faites ce que vous voulez. Le livre de Ziad Medouk, Cris d'amour pour Gaza, édité sous l'égide des éditions La Lucarne des écrivains, peut être retrouvé tout en tapant sur Google le titre Cris d'amour pour Gaza, et vous allez trouver sur l'adresse, les coordonnées de la maison d'édition et la librairie La Lucarne des écrivains, Paris 19e, 115 rue de l'Ourcq. D'accord, merci beaucoup à tous pour votre présence, d'avoir rayonné cette émission. Et nous on se retrouve du coup pour la prochaine émission, le 3e jeudi du mois. Et là, du coup, on va s'écouter un son justement sur la plume des quartiers. Merci à vous. Et n'oubliez pas que lire, c'est ouvrir un livre, c'est ouvrir un nouvel horizon. Merci à vous. Bravo. Merci. Merci. Vas-y maintenant, freestyle. Dans une époque qui a mis en avant le superficiel. La culture, la littérature, c'est la clé qui ouvre toutes les portes de l'esprit. Y a plein d'auteurs du monde entier qui ont laissé plein de bons écrits. Un esprit cultivé est une forteresse imprenable. L'ignorance, elle est un chapeau de sable. Se cultiver, c'est comme aiguiser son esprit. Plus on le fait, plus il coupe. La plume des quartiers, c'est un crime, une voix pour les sans-voix. Un rendez-vous pour ceux qui rêvent, qui s'élèvent, qui croient en leur choix. Les idées sont des oiseaux, le vocabulaire enchaîne. Sans elle ne voit le pas, petit faire mieux. Faut qu'ils prennent l'habitude propre. Donc les mains du livre ou des canifs. Sans savoir, l'argent ne te rend pas libre. Mais pas parce que t'es pauvre, l'esprit doit l'être. La rue peut te maquer de ses illusions. Et seule éducation te donne la vraie vision. L'émission, la plume des quartiers, ce sont les sons de 206. Toi, pas l'ignorance, c'est une prison. L'éducation, la liberté. Il y a ceux qui comprennent pas, restent enfermés, qui font élargir ton lexique. Et ne sois pas ignorant. Bonsoir et bienvenue dans la salle 101, salle 100, l'émission science-fictionnesque de Fréquence Paris Pluriel 106.3, présentée comme tous les jeudis de 18h à 19h par la famille Abdalofo, grand complet, enregistré en public dans les conditions du direct avec des gourdes tous les mardis de 20h39 à 21h39 au bout